à tous, merci d'assister à cette première conférence de l'année de 2021. Donc aujourd'hui on va accueillir Benoît Talon qui est donc un chercheur postdoctoral en acoustique physique. On a eu l'occasion de travailler avec lui dans le cadre de différents projets. Donc Benoît, il a une expérience, c'est vraiment un acousticien pur et dur. Il a fait un master d'acoustique à Paris 7 et puis il est en postdoctorat depuis quelques temps. Tu as fait un postdoctorat au Canada, je vois ça. Et puis il a travaillé donc avec Philippe Roux que certains connaissent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le projet que va présenter Benoît, en fait, il remonte assez loin, puisque on avait déposé des projets à l'ANR dans les années 2012-2013 avec des collègues de l'IRD et Philippe, qui n'avaient pas abouti à l'époque en termes de financement. Mais ensuite, on avait eu un financement par le pôle Page, qui avait initié en fait ces projets. Et puis, il y a eu des financements par l'Europe, je crois. Voilà, avec un partenaire privé qui s'appelle CIPIX. Et donc, Benoît a travaillé beaucoup sur ces projets, va nous présenter quelques éléments sur les diffusions multiples en acoustique héliotique. Voilà. Merci Jean pour la présentation. Alors, je vais essayer de mettre ça. Donc, oui, je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux. Donc, c'est des travaux que j'effectue dans le cadre de mon postdoc à ISTER avec Philippe Roux. Donc, l'Institut des sciences de... Pardon ? Oui, c'est vrai. Ouais. Bon. C'est bon au niveau du son, ouais. Donc, oui, c'est l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Donc, je travaille là-bas avec Philippe Roux. Et sur ce projet, nous sommes en collaboration avec Guillaume Matt de la société X-Blue, donc aussi Jean de Cartel, et Sergei Skipetrov, un physicien du laboratoire de physique et de modélisation des milieux condensés. Et en fait, dans ce projet, on s'intéresse à la diffusion des ondes acoustiques dans les bancs de poissons. Donc, en fait, on utilise des méthodes de physique de la diffusion multiple des ondes à des fins de caractérisation des bancs de poissons, donc pour mesurer des biomasses ou suivre l'activité des poissons. Et dans un second temps, dans cette présentation, je vais aussi vous présenter des perspectives en termes de ce projet, donc un projet que j'ai soumis au CNRS. Dans ce projet, donc, je souhaite m'inspirer de ces bancs de poissons, des propriétés de diffusion de ces bancs de poissons, pour créer des matériaux qui ont des propriétés acoustiques intéressantes. Parce que les bancs de poissons sont très fortement diffusants pour les ondes acoustiques et donc j'aimerais reproduire ces propriétés à l'échelle du laboratoire. Donc voici le plan donc, de ma présentation. Je vais commencer par une introduction rapide du contexte, notamment qu'est-ce que la diffusion simple et la diffusion multiple des ondes dans les milieux désordonnés. Et ensuite, on va voir quelles problématiques ces questions de diffusion posent en termes d'estimation acoustique de biomasse des bancs de poissons. Dans un second temps, je vais entrer plus dans le vif du sujet, du projet VIBEA, sur lequel donc, nous travaillons ensemble avec Jean, Philippe et Guillaume, qui concerne la caractérisation acoustique d'agrégation de poissons en ferme aquacole, donc de cages qui contiennent une grande densité de bancs de poissons. Et enfin, en perspective, je présenterai comment on peut s'inspirer de ces bancs de poissons pour créer des matériaux intéressants d'un point de vue acoustique. Alors tout d'abord, on va voir comment se propagent les ondes dans les milieux complexes, dans les milieux hétérogènes. Donc tout d'abord, si on considère un milieu homogène de vitesse du son V0, comme de l'eau par exemple, dans lequel on va placer des cibles écogènes, c'est-à-dire des cibles qui vont avoir un contraste de vitesse du son avec le milieu environnant. Donc on peut imaginer par exemple des poissons dans l'eau, et on veut localiser ces cibles-là. Donc pour localiser ces cibles-là, on peut utiliser des méthodes sonores, donc ce type de dispositifs, qui sont en fait des sondes piézoélectriques qui vont entrer en vibration dès qu'on va y appliquer une impulsion électrique. Et inversement, c'est-à-dire que dans l'eau, dans mon milieu, là, je peux envoyer une onde, générer une onde et la détecter. Et donc, comme mes cibles sont écogènes, si je génère une onde dans ce type de milieu, cette onde va se réfléchir sur mes cibles et je vais enregistrer avec ma sonde les échos correspondant à mes cibles.
si mes cibles sont bien séparées, les échos vont être bien séparés également. Et donc, si je connais la vitesse du son dans le milieu, et que j'enregistre le temps de trajet de mon onde, je peux localiser, je peux mesurer la distance entre la sonde et mes cibles. Donc si j'effectue le même processus en envoyant une multitude d'ondes avec des angles différents, je peux imager mon milieu. Je peux effectuer une image des hétérogénéités dans mon milieu. En fait, c'est le principe de l'échographie. On envoie plusieurs ondes ultrasonores avec des angles différents, on détecte le temps d'arrivée des échos, et donc on a une image de l'hétérogénéité dans mon milieu. Donc ça, c'est des méthodes d'imagerie assez classiques. Le problème intervient lorsque le désordre devient grand, lorsque j'ai rajouté beaucoup d'hétérogénéité dans mon milieu. Dans ce cas-là, mes cibles se rapprochent, et donc mes échos acoustiques vont se rapprocher également. C'est-à-dire que si j'envoie une onde là-dedans, donc dans un milieu avec beaucoup d'hétérogénéité, cette onde va être diffusée par toutes mes hétérogénéités, elle va être très rapidement brouillée. Je vais avoir un champ acoustique qui est très rapidement brouillé. Alors pourquoi? Parce que comme mes cibles sont très proches, mes échos vont se superposer. Et donc ce qui va résulter, ça va être une onde acoustique, ce que je vais enregistrer, ça va être une onde acoustique complètement brouillée. Et dans ce cas-là, je ne peux pas localiser aucun écho qui corresponde à mes cibles. Et donc en fait, ce genre de signal, on peut faire une analogie avec les codas sismiques qu'on enregistre, par exemple, lorsque les ondes sismiques sont diffusées dans la croûte terrestre. On a des très longs signaux brouillés comme ça qui correspondent en fait aux diffusions multiples des ondes sismiques dans la croûte terrestre. Donc ici, comme on n'identifie aucun écho, les méthodes d'imagerie classiques sont mises à mal. Et donc, pour définir ce domaine de validité, on peut définir une longueur caractéristique qu'on appelle le libre parcours moyen, qui est en fait la distance moyenne entre deux hétérogénéités qu'on veut imager. Et ce libre parcours moyen est inversement proportionnel à la concentration d'hétérogénéité dans mon milieu, au nombre d'hétérogénéités par mètre cube. Plus j'ai d'hétérogénéité dans un certain volume, plus le libre parcours moyen va diminuer, puisque mes hétérogénéités vont se rapprocher. Et donc cette longueur est très importante parce que si on a un faible désordre, donc peu d'hétérogénéité dans le milieu, le libre parcours moyen va être grand, et notamment il peut être plus grand devant la distance de propagation de mes ondes, et dans ce cas-là, ça veut dire que je suis dans un régime de diffusion simple. Comme il y a peu d'hétérogénéité, mon onde a été diffusée uniquement par une hétérogénéité durant sa propagation. A l'inverse, lorsque j'ai un grand désordre, donc le libre parcours moyen va chuter, et dans ce cas-là, il va devenir inférieur à la distance de propagation des ondes, et donc ça veut dire que mon onde a été diffusée par plusieurs hétérogénéités au cours de sa propagation. Et dans ce cas-là, mes échos vont se superposer. Donc d'un point de vue imagerie, cette distance est très importante, puisque en régime de diffusion simple, donc on ne voit pas très bien ici, mais si on est dans un régime de diffusion simple, on peut, et que j'effectue un échogramme d'un banc de poisson, une imagerie sonore d'un banc de poisson dilué par exemple, je peux distinguer les différentes tâches qui sont bien séparées, mais lorsque ce banc devient dense, le libre parcours moyen chute, ces tâches vont se rapprocher et vont toutes se mélanger, et ce que je vais enregistrer, ça va juste être un brouillard, une image complètement diffuse, une image complètement brouillée de mon banc, et donc je ne peux plus identifier aucune hétérogénéité. Alors, ici, je parle d'hétérogénéité dans un milieu homogène, mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est ces hétérogénéités, ça va être des poissons dans de l'eau. Donc, ce qui est intéressant avec les poissons, c'est que ce sont de forts diffuseurs pour les ultrasons. Ce sont des cibles très échogènes, grâce à leur vessie natatoire, en fait, qui est analogue à une bulle d'air dans l'eau. Donc, une bulle d'air, c'est un milieu avec une vitesse du son très faible, dans l'eau avec une vitesse du son très élevée, donc il y a un gros contraste de vitesse du son. Donc, les échos renvoyés par les poissons sont très importants. Et donc, si je considère un banc dilué pour une faible densité de poissons, je vais avoir cette distance de libre parcours moyen qui est grande, donc je vais bien pouvoir séparer mes échos, et à l'aide de méthodes de sondeurs multifaisceaux, je peux envoyer, c'est des méthodes qui me permettent en fait d'envoyer plusieurs ondes acoustiques avec des angles différents, et donc d'effectuer une image du banc.
Et si j'effectue ce scan assez rapidement, je peux même donc, identifier mes poissons et suivre leur progression, donc leur nage. Donc là, il y a peu de poissons, mes tâches acoustiques sont bien séparées, et donc dans ce cas-là, je peux appliquer des méthodes de comptage traditionnelles. Je peux estimer le nombre de poissons directement en les comptant sur mon échogramme. Donc ici, donc on est dans des méthodes classiques. Le problème intervient lorsque la densité de poissons augmente. Pour des bancs denses, par exemple, des bancs naturels denses, ou en aquaculture. On a des cages en pleine mer qui contiennent une grosse densité de poissons. Dans ce cas-là, les poissons sont très proches, cette grandeur de libre parcours moyen diminue, et mes tâches acoustiques en fait, se rapprochent, et ce qui en résulte, ça va être une image de mon banc qui est complètement brouillée. Dans ce cas-là, je ne peux plus identifier aucun poisson, je ne peux plus les compter. En fait, on aurait tendance à se dire qu'on peut identifier certaines tâches, mais il y a de grandes chances que ces tâches soient en fait des artefacts. Une tâche ne correspond pas forcément à un poisson, puisque l'onde que j'ai envoyée a été diffusée par plein de poissons. Et donc, une tâche qui est ici peut être due à un artefact d'un poisson qui est là, en fait, ou même plusieurs poissons. Donc ici, on est dans un régime de diffusion multiple des ondes, et donc on ne peut pas compter les poissons puisque mon image acoustique est complètement brouillée. Alors, après avoir discuté donc ces problèmes de diffusion multiple et pourquoi ça nous empêche, enfin ça rend difficile le comptage des poissons dans les bancs de poissons denses, je vais entrer maintenant dans le cœur du projet qui nous intéresse ici, enfin sur lequel je travaille en tout cas, le projet VIBEA, en fait, qui concerne l'estimation non invasive de biomasse dans des cages de fermes aquacoles, donc en utilisant des ondes acoustiques. Alors, pour commencer, je vais présenter plus précisément quelles sont les méthodes de comptage traditionnelles avec des ondes acoustiques. Donc, si on prend un cas de banc dilué, une faible densité de poissons, pour commencer, pour simplifier les choses, on peut utiliser des méthodes dites d'écho-comptage, c'est-à-dire qu'on effectue un balayage acoustique de la zone à caractériser, et on va compter les tâches sur les échogrammes, et donc on identifie comme ça le nombre de poissons. Il y a également des relations qui nous permettent de lier l'intensité de chaque tâche, l'intensité d'une tâche à la taille du poisson. Donc on peut également caractériser la taille moyenne des poissons. Si on a toujours un banc assez dilué, mais beaucoup plus d'individus, on peut utiliser des méthodes dites d'écho-intégration, c'est-à-dire qu'on va balayer tout le banc et on va intégrer la totalité de l'énergie acoustique renvoyée par le banc. En connaissant la signature acoustique d'un poisson, on peut remonter au nombre de poissons dans le banc. C'est-à-dire qu'on suppose que toute l'énergie acoustique renvoyée par la totalité du banc est la somme de l'énergie acoustique renvoyée par chaque poisson, en fait. Et donc ici, on suppose un principe de linéarité qui est valable uniquement dans un régime de diffusion simple. Donc encore une fois, pour des bancs qui ne sont pas très denses. Dans le cas des fermes aquacoles, si on veut appliquer ces méthodes, donc comment on fait? On pose un sonar en fait à la surface d'une cage qui contient une grande densité de poissons. On effectue un balayage acoustique de cette cage. Donc on voit le fond de la mer ici, le bas de la cage et le banc de poissons. Et en fait, on a une image donc, qui est complètement brouillée, on ne peut pas compter les bancs de poissons parce que dans ces cages, il y a une très grande densité de poissons, une forte biomasse. Et donc ces méthodes d'écho-intégration ou d'écho-comptage ne sont plus valides. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on intègre l'énergie acoustique renvoyée par une cage, on n'a plus de relation de proportionnalité entre l'énergie acoustique et le nombre de poissons. Parce que l'énergie renvoyée par le banc de poissons n'est plus la somme de l'énergie renvoyée par chaque poisson. Il y a quand même des méthodes qui existent dans le cas des bancs de poissons assez denses. Mais en fait, c'est des méthodes qui sont valables dans des cavités réverbérantes, donc des piscines. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une mesure de référence dans un bac vide, on ajoute le banc de poissons, on fait une mesure différentielle, et en fait, la différence d'intensité va me renseigner sur le nombre de poissons qu'il y a dans la cavité, dans la piscine.
Le problème avec nous ici, c'est qu'on s'intéresse aux fermes aquacoles. Et donc en fait, c'est juste des filets en pleine mer qui ne retiennent pas les ondes acoustiques. C'est-à-dire que si on veut faire une mesure de référence dans une cage vide, on va envoyer une onde acoustique. Cette onde acoustique, elle va juste s'échapper dans l'océan en fait. On va à la limite récolter l'écho sur le fond de la mer, mais c'est tout. On ne pourra pas faire de mesure de référence. Donc ici, il s'agit de développer des méthodes qui sont absolues, c'est-à-dire que, enfin, des méthodes de mesure absolue, sans mesure de référence. Et donc il n'en existe pas pour le moment des méthodes acoustiques en aquaculture. Et donc les méthodes qui existent sont soit des méthodes de comptage manuel. On pêche un échantillon du banc et on extrapole la densité, la masse ou la taille des poissons au reste de la cage. Donc c'est des méthodes qui sont très invasives pour le poisson, qui induisent beaucoup de stress au poisson, soit des méthodes très localisées, c'est-à-dire des méthodes de comptage par passage. On met une porte qui va compter le nombre de poissons qui passent dans cette porte. Et donc, avec des relations, on va extrapoler encore une fois la densité au reste du banc. Mais dans ce cas, c'est des méthodes qui sont localisées. Il faut déplacer la porte plusieurs fois pour moyenner la densité au reste du banc. On peut aussi utiliser des caméras où en fait on filme le banc et on regarde le nombre de poissons qui passent devant l'image. Mais dans le cas d'eau turbide, on n'a pas un champ de vision très grand. Donc encore une fois, c'est très localisé. On va compter les poissons qui passent juste devant la caméra. L'avantage des ondes acoustiques, c'est que ce sont des ondes qui sont non invasives pour les poissons. Et les ondes acoustiques également se propagent très facilement dans l'eau. Et donc avec des sonars, on peut explorer de grandes distances. On peut compter les poissons dans toute la cage, de manière très rapide. Le problème des ondes acoustiques dans ces cages, c'est qu'il faut s'affranchir de ces phénomènes de diffusion multiple que j'ai discuté au début. Et l'idée du projet, c'était de travailler avec des physiciens pour utiliser des méthodes de physique mésoscopique. C'est en fait des méthodes qui viennent de la diffusion des électrons dans les métaux impurs. On fait une analogie entre la diffusion des électrons dans les métaux impurs et la diffusion des sonars, des ondes sonars, dans les bancs de poissons denses. Donc qu'est-ce que la physique mésoscopique? En fait, c'est une méthode de description des ondes dans les milieux désordonnés. C'est-à-dire que si j'envoie une onde dans un milieu désordonné, elle va être très rapidement brouillée, avec les interactions avec toutes les petites hétérogénéités. Et donc pourquoi? En fait, je peux voir ça sous une forme schématique. Je vais envoyer une onde, elle va être diffusée par un poisson, et donc elle va changer de direction. Et ensuite, elle va rencontrer un deuxième poisson et changer encore une fois de direction. Jusqu'à rencontrer un troisième poisson, et ainsi de suite. Et donc dans ce cas-là, on parle de chemin de diffusion. C'est-à-dire que les ondes que j'envoie dans les bancs de poissons vont suivre des chemins de diffusion en rencontrant plusieurs poissons. Et la théorie qu'on utilise ici, pour expliquer ces comportements-là, c'est des théorie de marche aléatoire. C'est-à-dire qu'on fait souvent l'analogie avec la marche aléatoire de l'homme-sous, c'est-à-dire qu'on va avoir, ou alors de diffusion des particules, on va avoir une particule ou un homme-sous qui se déplace sur une distance qui correspond au libre parcours moyen, et après cette distance, il va changer aléatoirement de direction, et ainsi de suite. Et donc c'est ce qu'on appelle la marche aléatoire, et on peut faire l'analogie avec la diffusion d'un faisceau laser sur une surface rugueuse. En fait, les ondes lumineuses vont suivre des chemins aléatoires sur ma surface rugueuse. Et ce que je vais voir, ça va être ce qu'on appelle une figure de speckle, c'est-à-dire une alternance de points brillants et de points sombres qui correspondent à la somme de toutes ces petites marches aléatoires dans ma surface rugueuse. Et donc la physique mésoscopique, c'est observer cette figure de speckle, regarder comment sont réparties mes taches brillantes et mes taches sombres pour pouvoir en déduire des informations sur le milieu désordonné. Dans notre cas, c'est regarder comment mon champ renvoyé par le sonar, enregistré par le sonar, est brouillé pour en déduire comment se comportent les poissons et combien il y a de poissons dans mon banc. Donc ça, c'est la description classique de la physique mésoscopique. Mais récemment, les gens sont beaucoup intéressés à des phénomènes d'interférence mésoscopique. Donc, qu'est-ce que j'entends par phénomène d'interférence mésoscopique? En fait, c'est des phénomènes rares qui deviennent
importants qui peuvent se produire lorsque le désordre est important. C'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup d'hétérogénéité, que le libre parcours moyen devient comparable à ma longueur d'onde, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des phénomènes très rares comme des boucles des diffusions. Une onde qui va visiter un poisson 1, un poisson 2, un poisson 3 et revenir au poisson 1. Donc c'est des phénomènes très rares, mais si j'ai beaucoup de poissons, j'ai des chances que ça se produise. Et dans le même temps, je peux avoir une onde qui va parcourir le chemin inverse. Donc c'est encore plus rare, mais encore une fois, s'il y a beaucoup de poissons, ça peut se produire. Et ces deux ondes-là vont interférer autour du premier poisson, en fait. Donc, comment ces effets se manifestent? Si je fais une image d'un banc de poissons pas trop concentré, je vais avoir une image aléatoire, donc une figure de speckle, comme mon faisceau laser, qui est en fait une alternance entre points acoustiques importants et zones acoustiques de faible intensité acoustique. Et lorsque mon banc de poissons devient très fortement concentré, ces phénomènes d'interférence se produisent, et ce que je vais observer à mon image sonore, ça va être certaines zones de très fortes intensités acoustiques, qui en fait résultent de ces boucles de diffusion. Et pourquoi pour nous c'est intéressant dans ce cas-là? C'est qu'en caractérisant l'intensité de ces pics et leur répartition spatiale, je peux mesurer le libre parcours moyen de mon milieu. Donc si je connais le libre parcours moyen, je connais la distance moyenne entre deux poissons, et donc je peux en déduire le nombre de poissons, la concentration dans mon banc. Donc c'est des méthodes qui ne viennent pas historiquement de l'acoustique halieutique, mais l'analogie, c'est des méthodes qui sont valables en fait pour tout type d'ondes dans les milieux désordonnés. Et par exemple, on peut faire une analogie avec la diffusion de la lumière sur les anneaux de Saturne. C'est-à-dire que la lumière est diffusée de manière homogène un peu partout, et par endroits, on va avoir des zones de forte intensité lumineuse qui correspondent à des interférences, ce type d'interférences, à des ondes qui sont piégées. On peut avoir aussi on peut faire l'analogie avec les phénomènes de sundogs, qui sont en fait des phénomènes qui se produisent lorsqu'il fait très froid et que la lumière est diffusée par les particules de glace dans l'atmosphère. Ce qui se passe, c'est que globalement, le ciel est bleu parce que la lumière est diffusée par l'atmosphère, mais localement, je vais avoir des interférences qui font que j'ai des points lumineux et qui me donnent l'impression d'avoir plusieurs soleils. En fait, on peut faire une analogie avec ces phénomènes de boucle d'interférence. Et donc, en caractérisant l'intensité de ces points-là, je peux remonter à des informations sur mon désordre. Donc, l'idée ici, c'est comment est-ce que déjà on observe ce type de phénomène dans les bancs de poissons et comment on peut les exploiter. Alors, tout d'abord, on effectue un balayage acoustique d'un banc de poissons. Et donc, on a une image brouillée qui résulte de diffusion multiple parce que mon banc de poissons est très concentré. Maintenant, si je fais une coupe de cette image à une certaine profondeur, je vais voir ce type d'image, en fait une fluctuation aléatoire d'intensité acoustique, et je peux caractériser cette fluctuation aléatoire en traçant sa densité de probabilité. Donc, dans ce cas-là, dans le cas de petits poissons, avec une faible concentration de poissons, je vais avoir peu d'effets d'interférence, le désordre est faible, je vais avoir peu de boucles d'interférence, et donc la variance de mon champ est faible. Et donc la probabilité de densité de mon champ ici va suivre une loi de Rayleigh, c'est-à-dire que j'ai une variation aléatoire de points chauds et de points froids, de zones acoustiques d'intensité acoustique importante et de zones sans intensité acoustique. Maintenant, je fais la même mesure, le même scan, avec beaucoup de poissons, donc ici c'était des dorades adultes, avec une biomasse importante, et j'aperçois des zones autour desquelles il y a une très forte intensité acoustique, qui résulte en fait de ces phénomènes de piégeage d'ondes, d'interférence. Et donc si je trace la densité de probabilité de cette image-là, ce que je vais voir, c'est une déviation sur les hautes intensités. C'est-à-dire que j'ai plus de hautes intensités que ce que prévoit la description d'un milieu complètement aléatoire, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux ajuster ces mesures-là
avec une théorie de physique mésoscopique qui va me donner la conductance de mon banc. Alors pourquoi on appelle ça la conductance? C'est parce que c'est des théories qui viennent de transport des électrons dans les métaux impurs. Et donc si mon métal est pur, je vais avoir le transport des électrons va être très simple, très aisé, et la conductance va être élevée. Maintenant, si j'ai beaucoup d'impuretés, si j'ai un désordre important dans mon métal, le transport des électrons va être très compliqué et la conductance va chuter. Et donc on peut faire une analogie ici avec les ondes acoustiques dans les bancs de poisson. Je peux mesurer la conductance acoustique de mon banc de poisson. Et ce qu'on voit, c'est que cette conductance, ce paramètre de conductance, est fortement dépendant en fait de la biomasse de mon banc de poisson. Donc ici, on peut mesurer un paramètre qui dépend fortement de la concentration de banc de poisson, mais l'inconvénient, c'est qu'on va mesurer ce G, donc cette conductance, mais il ne va pas nous donner une estimation directe de la biomasse dans le banc. Et nous, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas de mesure relative. Donc l'idée, c'était d'utiliser un autre phénomène qu'on appelle le phénomène de rétrodiffusion cohérente. Alors, ici, on parle d'autres types de boucles, d'autres types d'interférences. Ce sont des interférences qui vont se produire au niveau de mon sonar, de ma source acoustique. Donc si je considère un autre type de chemin de diffusion, c'est-à-dire que je vais envoyer une onde qui va être diffusée par un certain nombre de poissons et revenir vers mon sonar. Cette onde-là, elle peut interférer avec l'onde qui a effectué le chemin inverse, en fait. Ces deux ondes vont effectuer le même chemin, mais dans le sens inverse, et interférer lorsqu'elles arrivent toutes les deux au niveau du sonar. Et en particulier, ce qu'on va observer dans ce cas-là, c'est que l'intensité n'est pas constante. Si on effectue un balayage acoustique en fonction de l'angle par rapport à la perpendiculaire à la surface de l'eau, ce qu'on va observer, c'est que cette interférence va être maximale autour de θ égale 0, c'est-à-dire autour de la perpendiculaire à la surface de l'eau. Donc si j'effectue un balayage acoustique et que je moyenne, je vais observer ce type de pic d'intensité acoustique autour de cette perpendiculaire-là. Et donc ici, on a un phénomène qui est analogue au phénomène de gloire optique, qui se produit en fait lorsqu'on est au-dessus des nuages, que la lumière est diffusée par les nuages. Lorsqu'on regarde dans la direction du Soleil, lorsque le Soleil est derrière nous, on va observer une intensité lumineuse plus forte, en fait, qui est due à ce phénomène d'interférence, que lorsqu'on regarde sur des directions plus éloignées par rapport au Soleil. Donc, la mesure de ce pic-là, en fait, va nous donner des informations sur le banc. Donc, comment on fait pour mesurer ce pic dans les bancs de poissons? Donc ici, c'était une mesure sur des cages de saumon en Norvège. Donc c'est des très grandes cages, très profondes. Et donc, on pose un sonar multifaisceau à la surface d'une de ces cages. On effectue un balayage angulaire par rapport à la perpendiculaire à la surface de l'eau. Et on va moyenner sur plusieurs tirs. C'est-à-dire qu'on va effectuer des tirs à répétition, des scans à répétition. Et on va attendre que les poissons bougent pour effectuer un moyennage de l'intensité acoustique renvoyée par le banc de poissons. Et ce qu'on va observer, si on effectue cette moyenne, c'est qu'on a autour de θ égale 0, autour de la perpendiculaire à la surface de l'eau, on va avoir un pic, une zone d'intensité acoustique qui apparaît progressivement. Donc c'est cet effet de rétrodiffusion cohérente que j'ai décrit tout à l'heure, qui est dû à des boucles de diffusion qui vont interférer au niveau du sonar. Et donc ce qu'on s'aperçoit notamment, c'est que ce pic apparaît de manière progressive. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, pour des temps courts, pour des distances courtes dans le banc de poissons, l'onde n'a pas eu le temps de visiter plusieurs poissons. On est dans un régime de diffusion simple. Lorsqu'on regarde les ondes qui sont arrivées plus tard, donc les ondes qui sont propagées plus profondément dans le banc de poissons, ce sont des ondes qui ont été diffusées multiplement par les poissons, et donc qui ont eu le temps de suivre des chemins de diffusion et d'interférer au niveau de la source. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en mesurant l'apparition de ce pic, on peut identifier un régime de diffusion simple et un régime de diffusion multiple. C'est-à-dire que je peux identifier sur mon scan l'endroit où l'image acoustique est propre de l'endroit où l'image acoustique est polluée par des effets de diffusion multiple.
notamment si je garde uniquement la zone de diffusion simple, donc juste la partie superficielle de mon scan, je vais pouvoir identifier des tâches qui sont bien séparées et où je suis sûr que ici, ce sont des tâches qui correspondent à des poissons. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut mesurer la distribution d'intensité renvoyée par ces tâches-là, qui va me donner une distribution de TS, donc de signature acoustique du poisson, que je vais pouvoir relier à la taille moyenne ou au poids moyen du poisson. Donc, là, j'ai mesuré la TS de mon banc de poisson, mais j'ai effectué juste une caractérisation superficielle de mon banc. Donc, en fait, ça correspond juste aux 20% de la partie supérieure de mon banc. Je n'ai pas considéré les 80% restants. En fait, sur les 80% restants, ce qui se passe, c'est que, donc, du coup, on est dans un régime de diffusion multiple. Donc, on a ce cône, ce pic de rétrodiffusion cohérente qui apparaît. Mais l'apparition de ce pic est très intéressante pour nous, puisque ce pic apparaît dans un régime de diffusion multiple des ondes, et donc il apparaît pour des distances qui correspondent au libre parcours moyen de mon banc de poisson. Donc des distances pour lesquelles j'ai une diffusion multiple, une diffusion multiple des ondes dans mon banc de poisson. Et dans ce cas-là, la mesure simultanée, avec une seule mesure, j'ai accès à deux paramètres, et ces deux paramètres-là, pour moi, sont intéressants, puisque j'ai des relations très simples qui me permettent de relier ces paramètres-là à la densité de poissons dans le banc. Et notamment, je peux estimer directement la densité de poissons dans un banc de saumon dense, pour lequel les méthodes d'imagerie acoustique sont plus ou moins mises à mal, par les effets de diffusion multiples. Donc ici, j'ai une mesure directe de la densité de poissons, donc de la biomasse. Si j'ai la distribution de masse de mon poisson. Autre chose qu'on peut faire, c'est essayer de suivre l'activité du banc avec des ondes acoustiques. Si je reviens à la partie scan superficielle de mon banc, donc l'image acoustique propre, en régime de diffusion simple, et que j'effectue un scan acoustique suffisamment rapide, plus rapide que la nage des poissons, je vais pouvoir suivre leur déplacement. Et dans ce cas-là, je peux traquer les tâches sur mon scan acoustique et mesurer la distribution de vitesse de nage de mes poissons. Et je peux en extraire une vitesse moyenne de nage dans ma cage. Donc c'est un paramètre qui est intéressant pour les aquaculteurs, qui leur permettent de suivre l'activité du banc. Et ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'on peut ajuster cette distribution avec certaines lois de probabilité. Et ici, j'ai choisi une loi de Rayleigh qui suppose aucune corrélation entre les différents poissons. Parce que, en fait, c'est une loi qu'on utilise souvent en physique et qui était la plus simple pour moi. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette loi n'est pas forcément la mieux adaptée à ma mesure ici. Et pourquoi ? C'est parce que cette espèce de supposition que les poissons suivent un mouvement brownien, en tout cas non corrélé, est forcément fausse. Et donc ici, il y aurait du travail à faire sur le mouvement, les comportements collectifs. Par exemple, on sait sur les comportements de fourmis ou de vol des oiseaux, on peut avoir d'autres types de distribution, type distribution de Lévy ou de vol de Lévy ou distribution de Fisher, qui permettraient d'ajuster mieux cette mesure-là et donc d'en déduire des informations sur le comportement collectif du banc. Donc ici, j'ai mesuré donc, la vitesse, la distribution de vitesse des poissons. Mais encore une fois, j'ai effectué cette mesure d'activité juste sur la partie superficielle du banc. J'ai négligé tout ce qui se passait en dessous. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe en dessous, c'est un régime de diffusion multiple. Et encore une fois, dans ce cas-là, on peut utiliser des méthodes venant de la physique mésoscopique, dont les méthodes de spectroscopie diffusive, qui sont en fait des méthodes qui sont développées initialement pour caractériser les suspensions colloïdales avec des lasers. Et donc en fait, qu'est-ce que cette méthode de DWS ? En fait, elle consiste à envoyer une impulsion acoustique brève dans mon banc de poisson. Cette impulsion va être diffusée
va suivre une certaine séquence de diffusion. Et ce que je vais enregistrer, ça va être un signal brouillé, une coda, qui résulte de la contribution de chacune de mes diffusions. Bon, maintenant, si j'atteins un petit peu et que j'envoie une impulsion acoustique un petit peu plus tard, mes poissons auront bougé, mes diffuseurs auront bougé, et donc les séquences de diffusion seront différentes. Donc du coup, le signal brouillé que je vais enregistrer sera différent également. Et dans ce cas-là, je peux calculer le coefficient de corrélation entre mes deux signaux. Si je répète le processus dans le temps, je vais avoir une tendance de décorrélation en fonction du temps. Et en fait, il y a eu des travaux menés en acoustique, en laboratoire, sur des suspensions de billes de verre agitées par un certain flux, soit un flux turbulent, soit un flux rotationnel, qui nous permettent de lier la tendance de décorrélation au mouvement, à la dynamique collective des particules dans mon milieu. Et donc, si on a un mouvement turbulent, on va avoir une décorrélation qui est plus brève que si on a un mouvement rotationnel. Alors pourquoi, en exagérant le trait, on peut se dire que lorsqu'on a un rotationnel, je vais arriver à un moment donné où mes billes vont revenir à leur position initiale, et donc la corrélation va remonter. Si j'ai un mouvement turbulent, donc un mouvement totalement aléatoire de mes particules ne vont jamais revenir à l'état initial, et donc la corrélation va continuer de chuter jusqu'à 0. Et donc l'idée ici, ça serait d'appliquer ça au banc, au ferme aquacole, parce que ici on exploite le champ acoustique multiplement diffusé, l'entièreté de mon signal, et donc je caractérise la totalité de mon banc. Et donc on a effectué des mesures préliminaires dans les bancs de dorade, dans les fermes, dans des cages de dorade, et donc par rapport à un mouvement brownien ici, en noir, donc où on suppose aucune corrélation pardon, entre mes diffuseurs, on s'aperçoit qu'il y a une certaine corrélation dans les bandes dorades entre la nage de poissons voisins. Et en fait, ces corrélations ce sont des corrélations à courte portée. Donc c'est quelque chose qu'on connaît dans les expériences de laboratoire. Ce type de comportements sont dus en fait à des corrélations courte portée, c'est-à-dire que deux voisins qui sont proches vont plus ou moins synchroniser leur nage, mais vont être désynchronisés avec des individus qui sont éloignés. Donc c'est ce que nous dit cette mesure-là. Et donc ici, on peut en déduire peut-être des informations sur l'activité du banc. On peut aussi faire la mesure inverse, c'est-à-dire que si on connaît la nage du banc, on aura la loi qui va nous permettre d'ajuster notre mesure. Et donc dans ce cas-là, cet ajustement, il va uniquement dépendre de la concentration en particules de mon milieu, et donc de la biomasse dans mon banc de poissons. Donc là, c'est une mesure qui est moins directe, puisqu'il faut quand même connaître a priori le comportement des bancs de poissons. Mais j'imagine qu'on peut coupler cette méthode-là avec d'autres méthodes de surveillance des bancs pour pouvoir estimer des biomasses. Donc ici, j'ai présenté les applications d'aquaculture. Je vais rapidement vous présenter mon projet de recherche donc, de matériaux bio-inspirés. En fait, l'idée venait que en fait, tous ces phénomènes acoustiques-là, ce ne sont pas des phénomènes anodins, ce sont des phénomènes qui se produisent rarement dans des milieux qui sont très fortement diffusants. Et notamment, ces phénomènes de boucle, d'interférence des ondes, ce sont des phénomènes qui sont très recherchés en optique ou en acoustique, parce que ce sont des phénomènes qui permettent de piéger les ondes, soit les ondes lumineuses, soit les ondes acoustiques. Et donc les gens ont développé beaucoup de différents matériaux, soit des poudres de dioxyde de titane, des suspensions de billes de silice poreuse, des émulsions d'huile, ou alors des billes de silicone poreux, pour pouvoir avoir un désordre suffisant qui va permettre de piéger les ondes. Et en fait, dans toutes ces manips-là, il n'y en a qu'une seule qui a fonctionné jusqu'à présent. C'est un consortium de chercheurs franco-canadiens qui a développé des systèmes de billes soudées entre elles, des systèmes granulaires. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on envoie des ondes acoustiques dans ces systèmes-là? On va observer que les ondes vont tourner en boucle autour de la source et ne vont jamais s'échapper dans mon milieu. Je ne vais jamais avoir de propagation acoustique dans mon milieu.
L'intensité acoustique, ici j'ai ma source et l'intensité acoustique va rester piégée ici. Alors, ces phénomènes-là ont des applications importantes en matière de cryptographie, en matière d'effets laser aléatoires aussi. En fait, au lieu de piéger la lumière dans une cavité, on va piéger la lumière dans un milieu aléatoire, dans lequel mes ondes vont tourner en boucle. En matière de transport de l'information aussi, de communication, c'est-à-dire que si j'arrive à piéger la lumière ou les ondes acoustiques dans 2 dimensions, mais pas dans la 3e, je vais pouvoir propager mon information sur de très grandes distances. Et donc, pour observer ces phénomènes-là, il faut des matériaux qui soient suffisamment diffusants. Et donc, dans les bancs de Poisson, ce qu'on observe, c'est tout d'abord cet effet de rétrodiffusion cohérente qui se produit lorsqu'on a un très fort désordre, mais on peut également mesurer la vitesse de propagation des ondes dans mon banc de Poisson, des ondes acoustiques, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette vitesse est très faible, de l'ordre de 50 mètres par seconde. Quand on sait que la vitesse du son dans l'eau est de 1500 mètres par seconde, c'est assez surprenant puisqu'on a un facteur 30 entre les deux. Et si on regarde sur des temps plus longs, on s'aperçoit que cette vitesse de transport diminue jusqu'à quasiment tendre vers zéro. Et donc, on a les ondes acoustiques sur des temps longs qui commencent à se piéger dans les bancs de Poisson. Et donc, on a un effet, on a des signatures d'effets de localisation, donc de piégeage des ondes, qui sont très recherchées en physique, par l'intermédiaire de ces matériaux compliqués. Et donc, l'idée du projet, c'est de créer des matériaux désordonnés qui s'inspirent des bancs de Poisson pour répliquer ces phénomènes de piégeage. Alors pour ça, il faut suivre un processus donc, de bio-inspiration. Et donc, comment on fait? Alors, tout d'abord, on identifie les organes les plus écogènes dans un poisson, donc comme la vessie natatoire, les os, la chair ou la couche d'écailles. Et ensuite, sur un modèle simplifié, d'un point de vue physicien, donc de poisson sphérique, on calcule la diffusion d'une onde acoustique par une bulle d'air dans une couche de tissu mou, donc de chair, et le tout entouré par une couche dure d'écailles. Donc si on calcule la diffusion acoustique avec cet objet-là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une forte intensité acoustique dans le corps du poisson. Les ondes acoustiques sont piégées dans le poisson, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je vais envoyer une onde acoustique sur mon poisson, l'onde va pénétrer dans le corps du poisson et va être diffusée par la vessie natatoire. Et ces ondes diffusées, elles vont être piégées dans le corps du poisson par la couche d'écailles qui est plus dure que l'eau environnante. En fait, ces ondes ne vont pas être piégées indéfiniment, elles vont être rayonnées à un moment donné vers l'extérieur, mais avec un certain délai. Et en moyenne, sur un grand nombre de poissons, ce délai va induire une vitesse de transport des ondes qui est très lente. Donc ici, on retrouve les phénomènes de transport lent qui sont précurseurs de piégeage des ondes, donc à l'échelle de la structure du poisson. Et donc on peut imaginer répliquer ces effets-là en utilisant des particules de type micro-ballon, donc des cénosphères ici par exemple. Ce sont en fait des micro-bulles qui sont encapsulées dans des couches dures, et donc on retrouve la structure vessie natatoire, couche d'écailles d'un poisson. Et donc si on effectue des calculs de vitesse du son dans ces types de milieux, on s'aperçoit qu'effectivement pour certaines fréquences, on a des vitesses du son très très lentes, comme on a dans les bancs de Poisson. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une vitesse de transport très lente, de 100 mètres par seconde, mais on n'a toujours pas les 50 mètres par seconde qu'on observe dans la nature. Et donc, l'explication pourrait être qu'on a un effet à l'échelle de la structure du poisson, mais on pourrait aussi avoir un effet à l'échelle de la structure du banc en lui-même. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, cet effet pourrait être dû à ces corrélations courte portée entre individus voisins. C'est un effet qu'on a déjà observé dans des suspensions de gouttes d'huile. En fait, il existe une concentration optimale pour laquelle la diffusion des ondes est la plus lente possible. Si on dépasse cette concentration optimale, si je rapproche encore plus mes diffuseurs, la diffusion des ondes va redevenir rapide. Parce qu'en fait, mes ondes vont se propager entre mes diffuseurs et plus dans l'eau. Et donc, on peut imaginer que les bancs de Poisson peuvent
il peut y avoir un effet de concentration optimale, tel que celui qu'on a ici, dans les bancs de poissons, qui s'autorégulent par eux-mêmes en s'éloignant ou en se rapprochant les uns des autres. Et donc, on peut avoir un effet de structure, comme ça, qui expliquerait cette diffusion super lente des ondes acoustiques dans les bancs de poissons. Et d'un point de vue création de matériaux, c'est très intéressant, puisque en ce moment, les gens travaillent énormément sur les phénomènes d'agrégation de particules pour diffuser fortement la lumière, par exemple. Et donc, on peut imaginer optimiser ces phénomènes d'agrégation en s'inspirant de la concentration des bancs de poissons pour non pas avoir une agrégation maximale, mais une agrégation optimale pour diffuser, pour piéger les ondes acoustiques et les ondes lumineuses. Donc, je vais rapidement conclure. Donc, on a vu que les problèmes en acoustique halieutique, à savoir que lorsqu'on avait un banc de poissons qui devenait très dense, mon image acoustique était complètement brouillée, et donc je ne pouvais plus tirer d'informations directes de cette image-là. Mais en utilisant des méthodes de physique mésoscopique, je pouvais quand même tirer quelques informations de ces images brouillées qui vont me donner des outils d'estimation de biomasse dans mon banc de poissons. Et ensuite, ces phénomènes-là que j'ai utilisés ne sont pas donc, anodins et se produisent uniquement dans certains types de milieux très particuliers. Et donc, l'idée maintenant serait de reproduire à l'échelle du laboratoire des matériaux qui imitent les propriétés des bancs de poissons d'un point de vue acoustique. En perspective, ce que j'aimerais bien observer maintenant, c'est les effets d'anisotropie, puisque dans ces bancs de poissons, moi j'ai parlé de sphères jusqu'à présent, mais un poisson n'est pas sphérique, et on peut avoir des effets de polarisation des poissons dus au courant, par exemple, qui vont modifier l'image acoustique de mon banc. Et notamment, on peut mesurer une variation de diffusivité acoustique dans mon banc en fonction de la direction de scan, qui va me renseigner sur la direction de polarisation de mes bancs de poissons. Et donc, on est en train de mettre en place en ce moment des expériences en Norvège, donc contrôlées à distance, qui vont permettre d'effectuer des acquisitions répétées sur plusieurs jours. Et j'espère voir ces effets de polarisation dans les cages. Je ne sais pas si ça se produit dans les fermes aquacoles, mais j'espère voir ce type de phénomène-là pour ensuite, pourquoi pas, s'en inspirer pour créer des matériaux polarisés, tels que les bancs de poissons, pour répliquer ces effets de diffusion anisotrope, qui sont également des effets très recherchés en physique. Donc, j'en ai terminé ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation, parce que tu as fait l'effort d'être aussi à la portée d'un public qui n'est pas physicien. Je pense que c'était quand même super intéressant. On peut peut-être passer, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Moi,